Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 186e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring, mais avec quelqu'un qui monte dans la cage pour vous parler de la dinguerie de la fin d'année. Tyson Fury contre Francis Ngannou dans un combat de boxe. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Boxe MMA, toujours là avec moi, même si ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu, question logistique. Monsieur Jonathan Macardy, bonjour, ça va? Salut Alex, remonter dans la cage, je sais pas, on verra. Ouais, c'est bizarre, ouais, hein, ça va être bizarre. Il y a des choses bizarres qui se passent là. Exactement, mais on va parler de ça tout de suite. On verra. Beaucoup doutaient de sa capacité à toucher son rêve, mais le fantasme de Francis Ngannou va bel et bien devenir réalité. Le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, l'ancien champion des lourds de l'UFC affrontera le champion du monde WBC des lourds de boxe, Tyson Fury, dans les règles du noble art traditionnel. 6 ans après Conor McGregor face à Floyd Mayweather, une star du MMA va monter sur le ring pour défier une star de la boxe. Mais cette fois, ce ne sera pas contre un retraité. Ngannou a-t-il la moindre chance d'embêter Fury sur son terrain? Ce combat attraction médiatico-populaire fait-il sens sur le plan sportif? Le RMC Fighter Club décrypte le choc Fury-Ngannou. Alors Joe, pour commencer cette petite émission sur cette dinguerie, comme j'ai appelé en intro, 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite, déjà je voulais passer un coup de chapeau à Francis Ngannou, parce que quand il est parti de l'UFC en janvier, il y a eu beaucoup de messages de gens qui disaient il a refusé le plus gros contrat de l'histoire des lourds, il fait une bêtise énorme, il va jamais avoir un gros combat de boxe, il va jamais retrouver un gros contrat en MMA. Résultat, gros contrat au PFL, avec une partie, il est membre du comité directeur, il est patron du futur PFL Afrique, et un combat de boxe contre Tyson Fury avec un chèque à plus de 8 chiffres. Chapeau quand même Francis pour ce qu'il a fait. C'est une belle gestion de carrière, on ne cesse de le répéter à longueur d'émission, c'est que c'est ce sport... Ces sports dont on parle, boxe, MMA ou peu importe, ça peut être du Muay Thai ou du kickboxing, prize fighting, le but c'est de se faire de l'argent. Si tu gagnes pas d'argent quand tu le fais, bah tu mets ta vie bêtement en danger. Donc voilà, c'est très bien. Par rapport à ce qu'il a accompli à l'UFC, il était bien payé, mais il était sous-payé. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui était le champion des poids lourds de l'UFC avec une série de KO formidables, faramineux, effrayants. Je pense qu'à l'UFC, il avait plus sa place parce que ses relations avec Dana White étaient devenues trop compliquées. On se rappelle qu'il y avait même eu des choses un petit peu moches qui s'étaient passées entre Dana White et son manager. Markel Martin, ouais. Donc voilà, c'est très très bien pour lui. Je suis très heureux. Et puis voilà, ce mec, on l'a déjà dit, il va falloir faire un film sur sa vie, quoi. Mais c'est sûr, il va falloir, c'est sûr qu'il faut faire un film. Il y a 10 ans, au fin fond des mines du Cameroun, c'est ça? C'est ça. Un peu plus maintenant, 10-12 ans. 12 ans, au fin fond des mines du Cameroun, SDF, qui avait pas de chaussures, qui errait dans Paris. Dans un parking, il dormait dans Paris. Qui rencontre Fernand Lopez, parce qu'il faut aussi rendre hommage à Fernand qui a lancé Francis Ngannou. Les premiers combats au 100% fight. Là, c'est devenu une star globale. C'est incroyable. Comme quoi, la vie de tout un chacun peut changer en un temps. Ça, je te vends le pitch. Là, tu fais un film américain, un nanar. Tu sais, les nanars comme les Américains, ils aiment bien les trucs à la con. Les trucs avec du pathos, comme j'aime bien. Ouais. Non, mais toi, t'aimes bien le pathos un peu pervers et vicieux. Tu sais, les nanars américains, c'est du pathos rempli de bons sentiments. Et tellement il y a de bons sentiments, ça te donne la gerbe. Donc voilà, non, mais je dis ça avec de l'ironie, mais en vrai, sa vie, c'est un conte de fées. Je me demande quel est le conte de l'American Dream. Ça peut être Francis Ngannou. Chapeau à lui et chapeau à sa team de management. En tout cas, tu citais Dana White, on voyait que ça l'énervait ce qui s'est passé, parce que tu as vu ces dernières semaines, il avait parlé d'un John Jones contre Tyson Fury. Il avait ouvert l'idée à ça à l'UFC. Et t'as vu que tu sentais qu'il réalisait que Ngannou allait le faire et que c'était... Tout de suite, il a fait quoi? Il y a une vidéo de l'UFC qui a été publiée sur les réseaux sociaux avec des annonces de gros combats. Le soir même, comme il fait d'habitude, Dana. Ouais. Le soir même, et puis la conférence de presse suivante, ouais, bah c'est bon, on va faire Conor Chandler en fin d'année. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pathétique comme réaction, parce que ça fait un peu, tu sais, une réaction un peu gamine, mais j'aime bien parce qu'au final, qui sont les gagnants? C'est nous, parce que ça motive Dana à sortir les gros combats. Exactement. Donc c'est génial pour nous. Mais j'étais même à 2 doigts de me dire, tu sais que l'UFC Abu Dhabi, UFC 294, la grosse carte annuelle à Abu Dhabi, c'est le 21 octobre. Je suis à 2 doigts de me dire que Dana, il va tenter un coup pour la déplacer au 28 pour faire chier Tyson et Ngannou. Mais bon, je suis un peu pervers là-dedans, ma perversité. En plus, Dobrank s'est blessé. Là, cette carte, elle a pris un coup quand même. Elle a pris un petit coup, en effet. Parce qu'on attendait tous Islam Dobrank. Ouais, et tu sais, on sait toujours pas où en est Chimaev aussi. Ouais, mais tu sais, en termes de pouvoir d'achat, de consommation, c'est vrai que, tu vois, d'avoir 2 pay-per-view énormes qui suivent une semaine après l'autre, ça aurait pu, tu vois, désavantager le pay-per-view qui vient après.
en termes de je peux sortir les 80, 100 balles, enfin 100 dollars pour m'acheter le pay-per-view. Nous, on a de la chance, on est sur RMC Sport, tu prends l'abonnement pour Exactement. une dizaine d'euros et puis tu as tous les pay-per-views, ce qui est quand même fabuleux, plus tout le contenu qu'on vous produit, les amis. Voilà, faut quand même faire un peu de pub. Tu as Donc, bien raison. parfois, il y a des passes combats à 5 euros ou 10 Ouais. balles et tu as le droit à tout pour un week-end. Donc, ceci étant dit, je pensais que voilà, ça aurait pu un petit peu désavantager la carte d'après, mais là, la carte d'Abu Dhabi, je pense pas que ça. On verra ce qui va se passer. S'il faut de Bronx avec un gros chèque, il va se rétablir plus vite. Mais je te dis ça parce qu'en fait, ce qui est important, et je pense que ça va être un des angles de nos discussions, c'est de savoir comment Ngannou Fury va performer en termes de vente de pay-per-view quand on se rappelle des chiffres de McGregor Mayweather. Bien sûr, qui était à plus de 4 millions, des deux plus gros pay-per-view de l'histoire avec Mayweather, Pacquiao. Donc on peut atteindre ces sommets-là, on va en parler vite fait. Mais Non. le manager dont tu parles, Markel Martin, il a dit aussi, ça c'est un chiffre pour que les auditeurs qui connaissent pas assez les business de ces sports-là se rendent compte. Markel Martin, chez Ariel Elwani, il y a quelques jours, il dit, sur ce combat, Francis Ngannou va prendre plus que sur ses 14 combats UFC réunis. Francis l'a confirmé. Hier, chez Ariel Elwani, en interview aussi, il a dit c'est bien ça, je vous donnerai pas le chiffre, mais c'est bien ça. Il y a un premier chiffre qui était sorti de 8 millions pour Ngannou, pour ce qu'on va contre Fury. Il y a eu des démentis. On sait que c'est pas ça, c'est pas 8 millions, c'est 8 chiffres, donc au moins 10 millions. Et en plus, il aura les points de pay-per-view. C'est un jack. On se rend compte, on le sait, Joe, mais c'est un jackpot absolu, un gros combat de boxe. Attends. C'est dingue. Ça se passe où déjà? C'est à la T-Mobile? Riyad, non, c'est Riyad, en ouais. Arabie Saoudite, puisqu'on rappelle, Tyson Fury est interdit de sol américain pour ses liens avec Daniel Kina, le mafieux. On ne connaîtra pas il n'y a pas de commission athlétique qui va nous donner la grille de salaire. Non. Donc tu prends la bourse, les pay-per-view, et on sait comment ça se passe dans la boxe. Un intéressement sur les consommations, boissons, popcorn, ce que tu veux. Un intéressement sur la billetterie. Sachant qu'il est son propre promoteur. C'est-à-dire que c'est copromu par Queensberry Top Rank côté Fury et Gimmick Fight Promotion, qui est la nouvelle société créée par Ngannou, qui est d'ailleurs marrante dans le nom, Gimmick Fight. Ouais, c'est pour les combats un peu entre boxeurs et MMA, tu vois. Mais donc du coup, en fait, il va se faire beaucoup plus. Bon, c'est fabuleux. C'est extraordinaire et ça montre Alors la que différence. Connor, c'était une copromotion, Mayweather Promotion et McGregor Sport et Entertainment, mais aussi UFC. Exactement. Donc il y avait une tierce partie. Là, on est en direct. C'est le jackpot. Là, on est en direct. C'est jackpot et c'est juste une réalisation, mais que il a fait, comme disait Joe au début, c'est du prize fighting. On fait ça, on prend pas des coups pour le plaisir, on en prend pour gagner aussi sa vie et assurer l'avenir de sa famille. Mais un peu pour le plaisir. Peut-être Francis, peut-être. Et Francis, en tout cas, là, il l'a. Comment? Je tape des gens pour vivre. Je tape des gens pour vivre. Et en tout cas, là, on sait que c'est l'avenir, il est plus qu'assuré pour sa famille, pour des générations. Et c'est. Alors, quand c'est Cédric Doumbé qui imite Francis, ça passe. Quand c'est toi, je sais pas. Ouais, un peu moins peut-être. Un peu moins, mais tu sais que c'est fait avec amour et bienveillance. Bien sûr. Bon, on va être clair pour commencer déjà. Sur les pay-per-view, toi, tu tapes sur quoi? Moi, je te disais que ça pouvait atteindre les 4 millions parce que. Mais t'as raison, Fury est pas assez une star en fait, par rapport à Mayweather à l'époque. Et Francis n'est pas la même star que McGregor. Francis, il a déjà fait le million? Non, je pense pas. Il a dû faire du 800 000 si j'ai des bons souvenirs. Ouais, il a fait. Ou 700 peut-être, quelque chose comme ça. Mais en fait, il faut se rendre compte d'une chose. Donc ça fait quoi, 2,5 millions, 3 pour toi max? Attends, Francis, je crois même pas qu'il a dépassé les 600. Peut-être pas, t'as raison, peut-être pas. Parce qu'en fait, il a pas non plus rencontré des adversaires hyper médiatiques, tu vois. Il a rencontré Miocic qui parle pas. Non. Il a défendu contre qui d'autre Il n'y a pas eu John Jones. Contre Cyril Gane qui ne vend pas aux États-Unis. Il a défendu contre. Ah oui, il prend la ceinture à. Oui, il n'y a qu'une défense. Bon, bah voilà. Cyril, on l'aime beaucoup, mais il vend pas. Non, il a jamais affronté d'adversaires très médiatiques. Il n'y a pas eu John Jones, quoi. Il n'y a pas eu John Jones qui aurait fait un pay-per-view à plus d'1 million, sans doute. Et Tyson Fury, ils vont pas non plus énormément. En fait, il faut quand même. Moi, je sais que je l'adore. Il a vendu 1 million de pay-per-view, Tyson Fury? Avec Wilder. Uniquement avec Wilder. Uniquement? Oui. Une fois? Oui, une fois. Pas deux? Non. Sur les 3 combats? Oui, le deuxième fait 800 000 et le troisième dépasse 1 million si je dis pas de bêtises. On me corrigera si bêtises. Ma réponse est simple. Ça fera 1 million, 1,5 million max. 1 million, putain, je le vois quand même à 2 millions. Et je vais te dire un truc, on va reprendre parce que maintenant ils sont hors service, mais une expression de notre ami Omar du podcast Octogone, s'il faut 1 million, il danse. Ouais, peut-être que tu vois, moi je les voyais au moins à 2 millions, mais parce qu'il y a un côté baddest man on the planet et qu'ils vont réussir à le vendre, ça va être sur c'est ESPN+, a priori, qu'on aura le combat. Top Rank, j'adore Top Rank dans la gestion de carrière de boxeur. Mais c'est pas les meilleurs pour faire monter la sauce. Non. Regarde les boxeurs de Top Rank. Il n'y en a aucun qui est vraiment une très grosse star. Meilleur exemple, et dont on va beaucoup vous parler, Terence Crawford. Top Rank, ils n'ont jamais été capables de faire de Terence Crawford un visage reconnu, alors que
quand tu l'entends parler, c'est que moi, je me réfère à ça, c'est la seule interview qu'il a fait en longueur, mais chez Joe Rogan pendant 3 heures. Le mec est hyper intéressant, hyper marketable. Et pour compléter, même Bob Arum, quand Terence Crawford se barre de Top Rank fin 2021, il inverse l'accusation. Et il dit c'est à cause de lui, et en gros c'est lui qui vend rien, il est pas intéressant, et c'est pour ça qu'on n'a jamais Top réussi à le Rank vendre. sont mauvais pour vendre. Voilà, c'est comme ça. Francis a jamais vendu plus de 700-800 000 avec la marque UFC derrière lui. Et Mayweather-McGregor avait un espèce de lustre, d'attrait, qui était que même s'il y avait déjà eu un combat précédemment entre un boxeur et un mec de l'UFC, c'était la première. Ouais, bien sûr. Première d'amplitude. Non, mais il y avait autre chose, et puis il y avait un intérêt qui dépassait, je pense, le cadre Et des puis sports c'est de Connor combat. qui vend 3 millions de Voilà, pay-per-view c'est ça. s'il se bat contre ton plombier. Oui, c'est ça. À l'époque. Tout à fait. Ouais, À tout à l'époque, fait. tu vois, et tu mettais Connor comme maintenant, je sais pas, mais à l'époque, tu mettais Connor contre. Il sortait d'avoir du KO au Madison Square Garden, double champion contre Eddie Alvarez. Tu l'aurais mis contre un adversaire de Tony Oka, il en vendait 3. Ouais, non, on est d'accord. Et d'ailleurs, Mayweather, à part contre Pacquiao, il vend jamais 4 millions comme il a vendu avec Connor. C'est bien que Connor avait beaucoup boosté les ventes de cet événement-là. Mais les ventes, c'est Connor. Avant de rentrer sur ce qu'on attend sur ce Ngannou Fury un peu sportivement, on va s'amuser quand même. Déjà un constat quand même, Joe. Ce qu'on attendait, c'est Fury Usyk pour les 4 ceintures des lourds. C'est frustrant je sais quand pas, même de fou. Donc Usyk, on rappelle, va affronter Daniel Dubois, défense obligatoire d'une de ses ceintures. En gros, ils se sont pas entendus, ils n'ont pas réussi à négocier entre eux. A priori, Fury a demandé un peu trop en termes de pourcentage, a pas proposé assez à Usyk. C'est quand même frustrant, Joe. C'est celui-là qu'on veut. J'ai pas envie d'en parler. Voilà. Bon, en n'en parlant pas, t'en as Non. parlé. Non, mais si, en n'en parlant pas, t'en parles. En fait, je vais te dire un truc, parce que tu sais que je suis le fan numéro 1, sûrement en France, de Tyson Fury. Je sais. Et depuis longtemps. Depuis très longtemps, même quand il était gros, alcoolique et tout. T'étais peut-être même encore plus fan à cette époque-là. Non, arrête. Mais moi, il m'a toujours régalé, Tyson. Total. Là, il a beaucoup baissé dans mon estime. Parce que, à la rigueur, s'il avait pris sa retraite après Dylan White. C'est le dernier chez Chisora. Dylan White, c'est avril 2022. S'il avait pris sa retraite après Derek Chisora, avec l'adieu et dit j'ai promis à ma femme, etc., l'histoire aurait été belle, en fait. Je me serais dit, ok, le mec, il est revenu des enfers, il a ressuscité littéralement dans le premier combat contre Wilder. C'est inespéré ce qu'il a réussi à faire. Voilà, j'aurais trouvé l'histoire magnifique, et puis basta. Certes, il y aurait eu des et si, mais l'histoire serait restée magnifique. Là. Il nous a teasé, chauffé avec Usyk, et je pense que si le combat ne se fait pas, c'est pas forcément de la faute d'Alexander Usyk. Non, je ne crois pas non plus. Ouais. Donc, déjà, premier petit coup de canif sur la répute de Tyson. Et puis là, tu reviens pour faire. On va en parler, mais tu dis on va parler du sportif. Le sportif, on va en parler. On va en parler vite fait. On va en parler, ça a duré 10 secondes, quoi, tu vois. Il revient. Il nous avait même chauffé, même si je sais qu'on l'attend beaucoup moins parce qu'on ne le considère pas au même niveau que lui ou qu'un Usyk, mais il a même chauffé pour Joshua et c'est aussi de sa faute que le combat se fasse pas. Ouais. Là, il revient contre un mec qui. Voilà, il n'y a pas de suspense. Non. C'est inintéressant sportivement, il n'y a aucun danger. Oui, s'il le touche, blablabla, mais bon. On va y venir rapide. Mais je ne veux pas dire ce que tu m'as dit au téléphone. Tu le diras si tu l'assumes après. Je le dirai. Mais voilà, c'est ridicule comme combat sportivement. Et puis voilà, même pas Anthony Joshua, même pas à la rigueur un combat qui m'aurait donné envie, pourquoi pas, tu vois, contre Joe Joyce, quitte à se taper que des Britanniques. Bon, bah là, tu reviens pour faire le clown. Tu sais que Tyson, moi, je l'adore, mais là... Ouais, c'est un peu le truc. Trop. C'est un peu le truc de trop. Donc, ce combat, on contextualise. Tu rappelais, avril 2022, ce combat de Tyson Fury contre Dillian White. Et tu te souviens, Francis Ngannou est dans la salle à Wembley. Il monte sur le ring. Il y a un échange assez marrant puisque Tyson lui parle de la taille de sa on va pas dire le mot, et que Francis ne comprend pas. De son attribut masculin. Voilà, Francis ne comprend pas ce qu'il veut lui dire. Derrière, on sait, Francis, ça fait des années qu'il en rêve. Il a expliqué chez Ariel Helwani que ça a mis un peu plus de 2 semaines à être négocié ce combat. Comme quoi, quand t'as pas plusieurs promoteurs en boxe, tu vois, qui se tirent dans les pattes, c'est quand même plus facile à négocier. La pure négociation, ça aurait duré que 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc c'est rapide pour cette fait. Les règles, 10 rounds, des juges, boxe traditionnelle, des knockdowns, des KO. Celui qui remporte la carte des juges à la fin, il gagne. Ce sera donc pas une exhibition, ça comptera sur le bilan professionnel de Tyson Fury et donc de Francis Ngannou qui l'ouvrira avec ça. Pas de ceinture WBC en jeu, bien sûr, parce que Francis Ngannou n'est pas classé à la WBC. Il faut être dans le top 15 pour pouvoir prétendre à la ceinture mondiale. Son clan a dit qu'ils allaient essayer de négocier avec le WBC, qui a déjà mis un veto en disant ça se fera pas, les mecs, il n'y aura pas de ceinture WBC en jeu. Et dernier point de contexte, il y a une clause de revanche
Francis l'a dit, mais qui est beaucoup plus, en fait, c'est si Francis bat Tyson qu'il y a une clause de revanche. Normal. Si c'est l'inverse, qui est le plus logique, on verra pas forcément la revanche. Ça serait le comble du ridicule si la WBC acceptait de Ah mettre non, en mais jeu alors là, on ferait un épisode où on Ça serait un cartonnerait scandale. les fédés. C'est parce Non, mais que ça c'est serait un scandale. scandale absolu. Bon, et maintenant, on en vient. On va être clair. Fury, il est plus fort dans tout, non? À part la puissance. Si on prend tous les attributs d'un boxeur, tous ceux qui vont faire le jab, je peux te citer tous, les déplacements, au clinch, tout ce que tu veux, il est plus fort juste dans tout. Et dans la puissance, on est sûr? Et dans la puissance, je suis même pas sûr. J'y allais venir à la fin. Voilà. Je suis même pas sûr. Parce que j'ai l'impression qu'on se répète et ça m'ennuie de me répéter pour un combat qui a pas vraiment d'intérêt, quoi, sportivement. Mais il y a plusieurs Tyson Fury. En fait, il y a le Tyson Fury avant le retour au Kronk Gym et le Tyson Fury après. C'est-à-dire le Tyson Fury avant, c'est le maître des déplacements, le maître de la défense, le maître de la fluidité avec Ben Davison notamment pour après son retour, son premier comeback. Et puis il y a le Tyson Fury Kronk style qui est capable de mettre KO n'importe qui. Quand on voit qui Wilder valdinguer. Ouais, voilà. Je pense que s'il met l'uppercut qu'il a mis à Chisora, il se passe quoi? Oh bah ça fait dodo. Ça fait dodo direct. Et, Donc je suis même pas sûr qu'il tape moins fort. il y a beaucoup des gens, tu sais, quand le combat a été annoncé, qui sur les réseaux étaient là, mais Markel Martin, le manager, en fait partie, qui disait ah, mais il a jamais affronté un mec qui tape si fort que Ngannou. Et Deontay Les gars, Wilder, il a c'est quoi affronté, voilà, il a affronté, c'était pour rappeler Deontay Wilder. Je pense Et qu'on est quand Klitschko, même c'est pas quoi loin. Voilà, exactement. Vladimir Klitschko qui tape comme un sourd. Il a un menton, il s'est relevé comme tu disais. C'est presque, il est revenu des Undertaker. morts. L'Undertaker dans le premier contre Wilder, après l'avoir pris plein fer de Wilder, il a le menton, hein, Tyson. Même s'il s'en prend une, il faudrait qu'elle soit vraiment parfaite, vraiment au bon endroit et vraiment dans le bon timing pour qu'il se relève pas. à mon Oui, avis. parce que Francis, le truc c'est que. Alors après, vas-y, on va trouver un peu d'intérêt quand Je vais même. t'en trouver on va un avec prendre un le truc. Vas-y, mets le son. Parce Bah, alors, je te mets le son tout de c'est suite. la même chose en fait. Le son, il est d'Eric Nixick, le coach Ah, de Francis Ngannou avec Trent Couture, qui parlait chez Morning Combat Vas-y, avec vas-y. Luc Thomas et qui on lui demande en quoi Ngannou pourrait surprendre Fury et il va en raconter via un parallèle avec les sparring qu'a fait Ngannou avec Joe Joyce que tu citais. On écoute Eric Nixick. Le gros danger serait d'aborder le combat en tentant de battre en boxe ces gens qui ont boxé toute leur vie. Quelles armes pouvons-nous utiliser dans notre arsenal de MMA? La première chose que j'ai notée quand Francis a sparé Joe Joyce, c'est que lorsqu'on a tenté de le prendre en boxe rudimentaire, des jabs, des crosses, on s'est fait défoncer. Quand il est revenu dans le coin, je lui ai dit « Mec, pourquoi on ne ferait pas plutôt notre truc, avec des changements de garde, des changements de niveau, changer de garde en mouvement, envoyer une droite et roll pour balancer une gauche en overhand, des choses dont ils n'ont pas l'habitude dans la boxe traditionnelle. Et voyons ce qui se passe avec ça. » Et ça a changé les choses. Francis l'a touché avec un combo switch cross hook et Joyce ne s'y attendait vraiment pas. Il était perturbé. Il n'a pas trop l'habitude de voir ça. Pourquoi essayer de les battre avec les choses sur lesquelles ils sont les meilleurs? On doit arriver avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des choses auxquelles ils sont moins habitués. Par exemple, le changement de garde, beaucoup de boxeurs peuvent le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont à gérer en face si souvent que ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va venir défoncer tout le monde en boxe? Non, mais ça nous donne une approche un peu différente de la plupart des combattants dans ce sport. Bon, bah j'ai vu ta réaction de tête, mais tu vas nous la dire dans les mots maintenant, Joe. Bah écoute, je te propose, toi comme moi. J'y crois pas. Alors, Non, mais, avant que tu en répondes, fait- j'y crois. Ce que dit Nixick, j'y crois pas. En fait, je vais te prendre toi. T'as jamais fait de boxe? Non. On va mettre Bilal Chitou en face. Et puis je vais te dire fais n'importe quoi et tu vas toucher Bilal. Ou Souley, C'est bien Toi résumé. par exemple. Ouais, c'est Souley bien résumé. Sissoko. Ouais. Bon, voilà. Il a fait un peu de boxe quand même, Francis, à son Oui, corps défendant. Il a même commencé par ça au Cameroun, mais mais- pas au niveau qu'a fait un Arrête. Tyson Fury. C'était quoi la qualité de J'essaye de Francis défendre Ngannou dans l'indéfendable. l'octogone? J'essaie de défendre. C'est quoi la qualité de Francis Ngannou dans l'octogone? Juste le puissance, enfin le knockout power. Puissance. Ouais, bah oui. Contre Cyril Gane, ça a été la lutte. Il se fait dominer debout contre Cyril Gane. Contre Cyril, mais après Cyril est très fort debout. Bien Ça, sûr, faut- mais il se fait dominer voilà. debout. Ouais. Je sais qu'en ce moment, la cote de popularité de Cyril, parenthèse, parce qu'on parle Francis, la cote de popularité de Cyril descend un petit peu, mais ça reste un striker d'élite, quoi. Ça reste un des meilleurs strikers de l'UFC. Donc, contre Cyril, il se fait dominer techniquement. En anglaise, contre Cyril, il n'existe pas. Non. Il a des bons low kicks, Francis. Rappelle-toi de la revanche Mhm. contre Stipe. Donc, Il a ça- une bonne puissance. donc déjà, les low kicks, tu les enlèves, hein, ça rentre pas dans l'équation. Et en fait, c'est juste qu'il est capable de courir en faisant n'importe quoi et de taper très très fort avec les petits gants comme il a fait contre Jairzinho. Tout le monde dit le KO contre Jairzinho, tu te rappelles Ouais, pendant où il la le pandémie. touche à peine. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, il lui court dessus, il fait n'importe quoi. Et si en face, il y a un mec qui est un peu plus lucide et qui n'a pas peur de lui,
Francis peut aussi s'en prendre une bonne. Ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi, ce que dit Nick Sick, il est dans son rôle. Bien sûr. Il faut qu'il vende le combat. Et lui aussi, tu vois, il est pour beaucoup dans ce que Francis a réussi à faire avec sa carrière. Mais pour moi, il y a une seule interrogation. Et là, j'ai pas de réponse. On prépare les émissions, on n'arrive pas les mains dans les poches, mais j'ai demandé à plein de gens, j'ai fait des tests et tout. Comment sa puissance va se retranscrire avec des gros gants? Avec des gros gants, il y a des gens qui disent que contrairement aux idées reçues, tu tapes plus fort. Oui. Enfin, tu peux plus mettre KO parce que les gros gants, c'est plus étourdissant. T'as le côté, en fait, t'éteins le côté boum, qui t'éteint la lumière. Les petits gants, ça coupe. Avec les petits gants, tu peux taper moins fort qu'avec un gant où il y a plus de padding et où justement tu as moins de sensibilité sur le bout de la main. Voilà. Pour moi, c'est la seule inconnue. C'est est-ce que la puissance de À quel point il y a de la Francis- puissance en plus là-dessus. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et puis peut-être qu'avec les gants de boxe, ça va être des gants de 12. Oui, a priori, oui. C'était pas écrit dans le Non, contrat. je ne l'ai pas lu en tout cas. Peut-être qu'avec les gros gants, la puissance de Francis va être démultipliée par 10 et qu'elle sera supérieure à celle de Deontay Wilder au point de faire reculer Tyson Fury et éventuellement le mettre KO. Mais c'est la seule intrigue. C'est la seule intrigue. Parce qu'en fait, si tu parles juste de boxe, comme tu as dit, Et puis, il a aucune chance. Et en plus, C'est pas... Ouais, vas-y, si jamais Francis le touche dans les premiers rounds, on va dire le touche un peu bien, il l'envoie knockdown. Mais Fury se relève, tu vois, un peu comme à la Wilder, même peut-être plus facilement. Mais dans la tête de Francis, il va se dire, mais en fait, j'ai plus aucune arme. Le seul truc qui me permettait de gagner, il se relève. Enfin, tu vois, même psychologiquement, il peut se faire atteindre très vite, en fait, dans le combat. Mais si ça arrive, ça, tu sais que Tyson, il a une autre carte dans son jeu. C'est-à-dire qu'il se remet en mode Tyson Fury contre Vladimir Il Klitschko. redevient le Fury d'avant. Ouais. Il lui danse autour, il le touche, il le frustre, et puis il prend la décision. Et c'est là où je t'avais dit ma dinguerie au téléphone l'autre fois, c'est que, alors ça arrivera pas, je sais, mais c'était provocateur dans le truc, mais sur la qualité du jeu de jambes de Fury, il serait capable de le faire tomber rien que sur son jeu de jambes. C'est-à-dire, pas le mettre KO, mais à force de le rendre fou à danser, que l'autre s'en mêle les pieds et tombe. Ce serait terrible, il y aurait un côté, tu sais, ankle breaker en NBA, on dit, c'est les mecs, quand ils se prennent un dribble, ils tombent parce qu'ils sont, le joueur part dans l'autre sens. Il est capable de le faire, Tyson, après, dans la deuxième petite chance que je mets à Francis, en plus du fait qu'on ne sait pas que la puissance avec les gants. Attention, Tyson, il peut aussi, vu qu'il fait n'importe quoi là, péché d'orgueil et puis se dire je vais m'en prendre pleine poire de Francis pour voir comment ça fait et montrer que je suis l'homme le plus fort au monde. Il y a aussi ce côté, c'est vrai, le côté machismo un peu. Ouais. Et puis je lui avance dans la tronche et puis après voilà, n'importe qui quand c'est bien placé ça tombe. Se faire prendre au jeu de l'ego, Et tu sais moi ce qui me nuance sur ça, parce que dans la préparation je me disais c'est en effet un des gros dangers, et le fait que ce soit un vrai combat pro qui compte sur le palmarès. Donc Tyson Fury joue son invincibilité et je pense que pour son héritage, il veut la garder. Et il va pas il va se préparer bien. Il va pas prendre le risque de se faire toucher parce qu'il a fait n'importe quoi dans la prépa et d'avoir son 1 dans son bilan. Oui, bien sûr. Une prédiction quand même, puisque c'est un vrai combat, il y a des vraies règles. Bon, on fait une prédiction pour le combat. Jonathan McCarty, 28 octobre, Riyad, Arabie Saoudite, même si on en parlera plus tard sans doute à ce moment-là, mais early prediction, la prédiction précoce, tu dis quoi? C'est que si on fait le bilan juste après le combat, le banquier de Francis Ngannou a pris 6 kilos en ayant surconsommé champagne et caviar. KO du banquier au 6e round. Non, Tyson Fury, il s'amuse, il avait fait une décision ou il l'arrête? En gros, c'est ça. Tyson l'arrête avant 8e. Ouais, moi j'avais Fury arrêt au 7e. Mais pas un arrêt, forcément un KO. Non, mais ça devient trop. Comme Mayweather-McGregor. Exactement. Accumulation de dommages. L'arbitre se dit à un moment c'est trop et il faut arrêter les trucs, quoi. Bon, c'est pas, tu sais, on n'a pas dit un truc, mais c'est pas Francis Ngannou contre un boxeur le poids lourd correct ou un boxeur poids lourd de bon niveau. C'est pas Francis Ngannou contre Tony Yoka. C'est Francis Ngannou contre un des poids lourds les plus doués de l'histoire. Exactement. Et même les gens, tu sais, qui comparent aussi Wilder en disant c'était quoi, Wilder, il avait que la puissance et il a failli battre Fury. Et Wilder, il a pas que la puissance. Wilder, c'est un médaillé olympique de boxe. Alors c'est peut-être plus rudimentaire que Fury, mais il a une vraie technique de boxe, Deontay Wilder. C'est pas n'importe quoi d'affronter Wilder. Donc il y a pas de comparaison. Si Wilder a l'air rudimentaire, de quoi a l'air Francis Ngannou? Exactement. On est d'accord. C'est pas pareil. Bon, on aura le temps d'en reparler en tout cas de ce gros combat. Nous, on n'a pas eu on le disait en intro, on n'a pas eu trop de Fighter Club là début juillet pour des questions logistiques, mais il y aura eu plein de choses d'actu à rebondir. Joe Volkanovski à l'UFC 290, Moreno Pantoja, quel combat. J'étais sur place, tu le sais, Bonical, c'est un fighter incroyable quand tu le vois en live.
Ça va être une galère. Ça va être une galère pour beaucoup de gens. Tu sais, Alex, on va à la salle, on fait un combat de grappling. Là, je vais avoir l'air incroyable aussi. Hein. C'est vrai. Mais donc, parce que t'es incroyable en grappling. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, le mec, short notice, etc. Ils ont absolument voulu mettre Bonical sur la carte. Pour moi, l'UFC a fait une grosse connerie. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Le mec a rien demandé. Il arrive, il se prend un bon KO dans la tronche. En fait, c'est victime expiatoire, quoi. C'est pas bien du tout. Là où il m'a impressionné quand tu le vois en live, c'est que on sait déjà la lutte qu'il a. Mais la capacité, ce qui est normal, mais à feinter la lutte et à mettre les mecs ils baissent les mains direct dès qu'il fait semblant d'un début de changement de niveau, ça va faire des galères pour beaucoup de mecs en face. On verra. On verra. Tu peux me permettre de ne pas te suivre là-dessus et te dire je peux totalement. Parce que là, c'était n'importe quoi et pour moi, je me refuse de tirer un quelconque enseignement là-dessus. Je peux te suivre. Totalement. On n'a pas vu ce que, par exemple, Ramzat avait montré quand il avait enchaîné ses premiers combats. Tu vois, donc on verra. En tout cas, j'ai vu que tu as fait du bon travail à Las Vegas. Merci, poulet. Je suis très fier de toi. Parce que tu t'en fous, je suis fier de ça, mais ça fait briller notre duo. Donc je suis content. Tu as parlé à Robbie. Lawler, c'est quand même une dinguerie. J'étais hyper jaloux. On en fera quelque chose bientôt. J'ai parlé à Craig Jones après le combat de Volkanovski contre hier, déjà pour le féliciter, hein, parce qu'il fait partie de la team. Et puis, d'autre part, 2-3 petites questions à poser. Bon, ça fait peur, hein, ce qui est en train de devenir Alexander Volkanovski. Ça fait peur parce que la marge de progrès, Craig me disait, la marge de progrès est hallucinante. Elle est encore là. Ouais, tu sais qu'à un moment, on sera plus très loin de le mettre dans les discussions du GOAT. On sera plus très loin. Le problème, c'est toujours quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à se rendre compte de ce qu'on a pas tout de suite, mais on sera plus très loin. Là, ce qu'il est en train de faire, moi, écoute, si à Abu Dhabi, Volkanovski reprend Makhachev, il a son opération du bras, mais il dit qu'il peut être là à Abu Dhabi. Moi, mon pronostic, ça sera Alexander Volkanovski. Il peut changer. Vu que Craig m'a dit. Il peut aussi changer. Vu ce sur quoi ils ont bossé et ils vont bosser. Et qu'on a déjà vu, des petits trucs là, des petits trucs parsemés à droite à gauche sur le combat contre Yair, notamment en termes de lutte offensive. Ouais, t'as raison, on fera le point, à un moment. Il y aura un point à faire. En tout cas, on en parlera dans les semaines à venir. Il y a aussi d'autres annonces dont on parlera. Jones, Miocic en novembre, même si, vu l'état de Miocic aujourd'hui, c'est peut-être pas le choc qu'on attend. Plein de force à Fares Diam, qui est contre G. Herbert ce week-end, UFC Londres. C'est un gros combat pour Fares, face à un adversaire pas facile. Il y a un film RMC Sport, Ombre et Lumière, à retrouver sur YouTube. Allez-y, il mérite de la lumière, notre ami Fares. C'est aussi le retour de Thomas Spinal ce week-end-là. Et puis, pour l'UFC Paris, on a eu une belle annonce. BSD Thiago Moïsis, moi, ça me plaît bien. Ça va être une bonne guerre, ça, pour l'UFC Paris le 2 septembre. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Oui, ça va être cool. Oui. Ils ne pouvaient pas avoir de top 15, donc ça va être cool. Ils pourraient annoncer tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils annoncent pas Abdullah Abdouragimov, je m'en fous. Oh, je sais, on va y revenir parce que tu risques d'avoir peut-être une mauvaise nouvelle dans les semaines à venir. Non, mais il y a encore un suspense là ? Non, je crois pas, c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, écoute, on en reparlera un de ces jours. Merci à toi, Joe, Merci, Alex, pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.